Et nous revoilà ensemble pour ce fameux live métier. Je vois que dans les commentaires, vous parlez déjà pas mal. Je vois Messi qui veut même se faire inviter par Mba pour arriver à My Future. Donc une personne à la fois, s'il vous plaît, peut-être dans un prochain live métier, sait-on jamais. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une interview de métier. Donc vous l'avez bien compris, hier, on l'a fait ça hier matin également. Le but, ça va être d'en apprendre un peu plus sur le monde du numérique à travers un métier qui est très intéressant. Je ne vous le cache pas, vous allez voir, je pense qu'il devrait vous captiver ou en tout cas vous donner des idées et vous apprendre des choses, parce que c'est un peu le principe de vous faire découvrir pas mal de choses. Donc Aremba qui répond, je serais ravie de t'accueillir, nos locaux sont vraiment pas mal en plus. Elle est en train de narguer clairement Messi en tout cas. Bon, bah écoutez, vous avez encore les modérateurs, justement, on a Remba qui est avec nous. J'essaie de regarder, peut-être qu'il y a une autre personne aussi qui la rejoindra pour justement modérer les commentaires. Donc là, le but c'est simple, ça va être de noter un maximum d'informations, toutes les informations qui vous semblent importantes. Bien évidemment, il y a des sujets qu'on va forcément aborder. D'ailleurs, le sommaire va pouvoir s'afficher pour vous donner un peu une idée. Donc effectivement, il aime un peu moins et on reviendra sur les clichés et les anecdotes. Toutes ces choses, il va falloir effectivement un peu les mettre en place. Et donc, ne vous inquiétez pas, si vous envoyez énormément de messages, je les verrai. Après, bien sûr, si je Je loupe loupe votre votre question, question et que votre question semble intéressante, n'hésitez pas à la remettre sans bien évidemment spammer l'espace commentaire. Mais des fois, c'est vrai que ça peut défiler un peu vite et je peux louper la question. Donc voilà, mais si c'est une question qui concerne l'un de ces 5 aspects qu'on va voir, que vous voyez affichés dans le sommaire, forcément, vous comprendrez, si je ne réponds pas tout de suite à votre question, c'est qu'on va y répondre juste après. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose de rejoindre le professionnel du jour. Il s'agit de Jérôme. Bonjour Jérôme, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va bien, je vois le soleil derrière toi. Où est-ce que tu es Oui. situé en France? Alors nous, on est sur Montpellier, donc effectivement, on a en général pas mal de soleil, même si cette année c'était un peu compliqué, comme tout le monde, mais bon voilà, ça arrive, il fait d'ores et déjà chaud. Super, bon bah trop bien. Bon, en tout cas, il y a du soleil dans le sud, ça nous ravit et on va enfin sortir de ces épisodes pluvieux. Ça c'est super cool. Donc du coup, Jérôme, j'aimerais bien savoir ou que tu nous dises en tout cas quel est l'intitulé de ton métier et globalement nous l'expliquer avec des mots très simples, vraiment très résumés pour débuter. Alors moi, aujourd'hui, je suis alors CTO, Chief Technical Officer chez Sinox, donc une entreprise que j'ai cofondée avec un ami avec lequel j'ai fait des études. Chief Technical Officer, vous voyez peut-être souvent passer cette appellation. Donc c'est grosso modo directeur technique. Donc je m'occupe de tout ce qui est technique et opérationnel au sein de la société. Donc nous sommes éditeurs de logiciels, donc on fabrique des logiciels dans le monde des objets connectés. Et donc je m'occupe de tout ce qui est création de ces logiciels. Donc je travaille avec les équipes de R&D, les développeurs, les équipes de product owners, c'est ceux qui vont définir comment doit être le logiciel, ce qu'il doit contenir, quelles sont les fonctionnalités, où se trouvent les boutons, tout Oui. ça. Et puis je travaille aussi beaucoup. Oui, excuse-moi. Non, non, je veux dire, c'est bien, donc c'est un travail d'équipe au final. C'est un travail. Alors oui, je suis un petit peu le chef d'orchestre entre tous les différents services opérationnels. Puis on a aussi beaucoup de services de support parce que ces logiciels sont utilisés par des clients et que les clients ont des questions, des problèmes. Donc des fois, donc nous on travaille avec des entreprises. Donc ces entreprises peuvent nous appeler, et nous demander ça je comprends pas comment ça marche, ça je trouve que ça Mhm. marche pas bien, j'ai un problème avec ça, expliquez-moi pourquoi mon objet connecté remonte pas les données, pourquoi je le vois pas, etc. Donc voilà, on est là, on fabrique les logiciels, mais aussi on assiste nos clients à leur utilisation. Oui, à les utiliser, c'est sûr, pour pas lancer le truc sans mode d'emploi ou sans aide par la suite. Très bien. Mais alors, du coup, là, tu parles d'objets connectés, ça m'interpelle. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Parce que quand moi, je pense à objets connectés, je pense à des montres, par exemple, mais sur quoi est-ce que tu travailles? Alors, je pense qu'à l'écran, vous voyez quelques exemples. Donc, sur la partie du haut, ce sont nos logiciels, effectivement. Et sur la partie du bas, c'est des exemples d'implémentation d'objets connectés. Donc, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a souvent l'image et l'archétype du développeur informatique qui est dans son bureau et qui développe des choses
voilà, qui vont être utilisés pour des banquiers, pour des assurances, voilà, des logiciels, ce qu'on appelle des logiciels de gestion. Et nous, on a la chance de travailler dans le monde des objets connectés. Ça veut dire qu'on a quand même des objets qui sont déployés sur le terrain. Donc on a des plateformes qui permettent de gérer ces objets et de gérer les datas qu'on récupère de ces objets. Donc nous, on travaille pour les entreprises. Et donc c'est vrai que pour les particuliers, vous voyez objets connectés, vous voyez dans le rayon de la FNAC avec une Oui. montre, avec une balance connectée, etc. Donc nous, on travaille sur des usages qui sont là pour amener du retour sur investissement à nos clients. Donc ça peut être là on voit au milieu une balayeuse, donc je pense que vous voyez tous dans les rues ces engins qui nettoient les rues. Ben, c'est important de savoir quand est-ce qu'elles ont fonctionné. Donc nous on installe des trackers qui vérifient si les rues ont bien été balayées, parce que c'est compliqué quand vous avez 50, 100 balayeuses sur des grandes villes, de savoir où c'est que les balayeuses sont réellement passées, à quelle distance, etc. Donc ça permet de gérer et d'optimiser le passage de ces balayeuses, être sûr que la propreté soit assurée, qu'on ne passe pas plusieurs fois dans les mêmes rues parce que ça dépense de l'eau. Donc voilà, à droite. Donc, alors attends, je te coupe juste 5 secondes. Pour bien comprendre, ça veut dire que ton entreprise propose des logiciels, là notamment comme avec l'exemple de la balayeuse, pour traquer cette balayeuse et voir exactement, retenir son itinéraire pour savoir si elle est bien passée dans les rues, enfin en tout cas que toutes les rues de la ville ont bien été balayées. Voilà, tout à fait. Donc nous, on fournit ces logiciels aux collectivités pour pouvoir effectivement garantir, optimiser et maximiser le rendement de ces machines. Voilà. D'accord, très bien. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat parce que c'est vrai que le terme CTO, tout le monde ne l'a pas vraiment compris. Il y a Jessie qui demande d'ailleurs, est-ce qu'il est président de l'entreprise ? Alors c'est vrai qu'il y a souvent deux parties sur l'entreprise. Il y a le rôle opérationnel dans l'entreprise et le rôle social. Donc le rôle opérationnel, c'est le directeur des opérations, un petit peu CTO. Donc c'est vraiment s'occuper de tout ce qui est opérationnel, vraiment la réalisation et le rendu du service. Et après il y a le rôle social. Donc moi je suis directeur général. Donc ça c'est un mandat social où je dois aussi j'ai des responsabilités par rapport aux actionnaires, par rapport à certaines choses, voilà, des engagements par rapport à l'entreprise, et ça c'est plutôt le rôle social. Et donc c'est vrai que mon associé qui est CEO, Chief Executive Officer, donc lui s'occupe plutôt de tout ce qui est voilà, financier, administratif, etc. Et a le mandat social de président directeur général. D'accord, ok, merci, on comprend un peu mieux. Donc du coup, tu es CTO au final. Oui. C'est ça, le terme, parce qu'on le redemande sur le chat, mais je pense que de toute manière, les modérateurs, les modératrices sont au taquet ce matin, elles expliquent bientôt aussi dans le chat, donc soyons rassurés. Donc on peut continuer un petit peu ta présentation, je t'ai coupé, tu allais parler de la photo à droite. Alors voilà, donc d'autres exemples concrets. Sur la photo de droite, par exemple, on voit un de nos collaborateurs, Tao, qui est en train de coller des places de parking là c'est sur des emplacements courte durée sur la ville de Montpellier. On équipe aussi les places PMR, personnes à mobilité réduite, les places handicapées. Donc ça permet aussi de contrôler que les places à courte durée sont bien utilisées pour aller dans les commerces et servent pas de place ventouse, ou par exemple sur les places PMR, ça permet de guider les personnes sur les places disponibles et éventuellement d'alerter la police municipale si les voitures restent longtemps. Ils vont pouvoir voir si effectivement c'est une personne qui est bien habilitée à utiliser la place handicapée. D'accord. Et comment ça fonctionne, ce logiciel, du coup, pour le savoir ? Alors nous on a deux parties. La partie de droite c'est un logiciel qu'on appelle de gestion des objets connectés, de device management. Donc c'est là où on va déclarer tous les objets. Donc on va dire là on installe une place de parking, là on déclare la balayeuse par exemple, et on y installe tel type d'objet connecté, et ça va permettre de dire sur quel réseau on fonctionne, parce que les objets connectés fonctionnent avec des réseaux. Tu parlais
de ta montre connectée, par exemple, tout à l'heure, ben là, elle fonctionne avec ton téléphone qui relaie du réseau, il y a du Wi-Fi, etc. Sur une place qui est collée au sol, on utilise des réseaux basse consommation d'énergie, longue portée, des réseaux radio. Donc ces places vont, voilà, il faut les autoriser à utiliser ces réseaux. Il y a toute une gestion de la sécurité qui est très importante. Oui. Voilà. Et après, derrière, ces logiciels-là, ils vont récupérer la donnée, la transformer en données compréhensibles, hein, parce que ces objets, bon, c'est de l'informatique, ils vont transmettre des zéros et des 1. C'est ça le langage. Voilà, notre savoir-faire, c'est de le transformer en données compréhensibles, en occupation ou pas de la donnée de la place de parking, en géolocalisation de la balayeuse, savoir si la balayeuse a les rouleaux de lavement en fonctionnement, etc. Et ensuite la présenter sur la partie droite, sur l'application de droite qui s'appelle SoDataVis et qui est là pour visualiser la donnée, fabriquer des alarmes, voir des parcours, voilà. Et donc là, nous, on peut fabriquer à la demande finalement la restitution de la donnée aux utilisateurs en fonction de leur cas d'usage, parce que nous, notre force, c'est finalement de pouvoir connecter n'importe quel objet connecté, que ce soit dans des villes, que ce soit dans des bâtiments, que ce soit dans des usines, et de pouvoir fournir le service autour de cette donnée à nos clients. Ok, ben super intéressant en tout cas. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. J'ai juste vu une question qui m'a fait sourire. Il y a encore donc Jessie qui est passionnée par ce métier, qui fait que commenter, qui dit, mais il a dit qu'il l'avait fondé avec un ami ou j'ai rêvé. Alors non, là, je l'ai fondé avec un ami, avec un copain de promo, effectivement. Donc on a travaillé un petit peu tous les deux avant de fonder l'entreprise, et puis à un moment donné, effectivement, on avait envie d'être passé dans l'entrepreneuriat. On voulait travailler dans ce monde des objets connectés parce que c'était quelque chose qui nous passionnait, qui était porteur. Hein. On parle de plusieurs milliards d'objets connectés et on se disait que c'était insensé de ne pas avoir une solution pour pouvoir piloter, sécuriser toutes ces données d'objets connectés qui sont déployés sur le territoire. Donc effectivement, je l'ai fondé avec un ami que je connais depuis la fac. Donc la fac, un peu ok, c'est bien. Comme quoi, voyez un petit peu vos amis que vous pouvez rencontrer, que ce soit au collège, au lycée ou dans les études supérieures. Parfois, ça peut même devenir des collègues d'entreprise et des cofondateurs. Donc ça, c'est super. Alors, il y a Tristan qui te demande, du coup, quelles sont ses missions. Je pense que là, peut-être plus vraiment voir des tâches, en fait, comme des bullet points, un peu, de ce que tu peux être amené à faire dans ta journée. Qu'est-ce que ce serait? Excuse-moi, je t'ai pas bien entendu sur la fin. Alors, les missions que j'exécute un peu au quotidien. Oui, voilà, si tu peux faire une petite liste. Ouais, alors c'est assez divers et varié. Il y a toute la partie surveillance de la production. Donc, c'est travailler avec les équipes moi, je suis plutôt dans l'innovation dans l'entreprise. Donc, c'est travailler sur comment faire évoluer toute notre infrastructure pour avoir le service le plus rapide, le plus efficace, le plus fiable possible. C'est travailler avec les personnes qui fabriquent le produit, donc leur amener ma vision sur les fonctionnalités qui sont pertinentes, qui sont attendues, les nouveaux réseaux de communication, voilà, toute l'innovation qu'on peut amener dans le monde des objets connectés, surveiller les objets connectés qui sont en train d'arriver, les nouvelles technologies. Donc c'est pour ça que ça m'arrive d'aller par exemple au CES de Las Vegas, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles tendances qui existent, et de les ramener un petit peu en France et de les intégrer dans nos offres. Donc voilà, intégrer de la communication par satellite, intégrer des choses. Donc, dans ton métier, dans le cadre de ton métier, tu peux être amené à voyager alors? Alors oui, c'est vrai que comme il y a des choses sur le terrain, alors il y a toute la partie commerciale, comme je suis aussi dirigeant de l'entreprise, il y a toute la partie commerce, donc il faut aller vendre, il faut aller voir les clients. Ça, c'est la première des choses. On peut faire la plus belle des applications si on ne sait pas la montrer, faire savoir sa valeur et aller la vendre aux clients. Donc, bon, même si depuis le Covid, on fait beaucoup de choses à distance, il faut souvent se déplacer. Il faut aller sur le terrain pour déployer des objets. Donc moi, sur mon côté innovation, je vais aller expérimenter, trouver des clients qui veulent expérimenter avec nous des nouvelles solutions. Donc aller installer des capteurs, on va le voir tout à l'heure. Effectivement, on peut se retrouver des fois dans une balayeuse, à aller ouvrir le capot et aller installer des choses. Voilà, il faut avoir un petit peu de connaissances en électronique
électronique. Bien sûr. Voilà, ce qui est mon cas. Et donc, voilà, on se retrouve dans des chaufferies, dans des habitats collectifs, sur des toits d'immeubles à installer des antennes. Donc, oui, Ouais, il y c'est a, la grande aventure. voilà, alors c'est ce qui est passionnant et moi c'est ce qui me fait rêver, c'est qu'effectivement il y a, il y a, il y a, il y a tous les jours sont différents et puis j'adore aller sur le terrain et tester plein de nouvelles choses et amener de la valeur sur nos solutions à nos clients. Totalement. Mais je trouve ça super parce qu'en fait, du coup, c'est pas du tout un métier comme on pourrait l'imaginer, où tu vas passer ton temps derrière un ordinateur. Tu peux aller sur le terrain, tu peux tester des choses, tu te renseignes. Tu vas peut-être, j'imagine, des fois, aller regarder ce que tu as pu produire aussi, ce que tu as réussi à développer pour vérifier que ça marche bien pas en temps réel, mais je veux dire être sûr de constater en tout cas ce que tu as pu faire, même si c'était des choses que tu faisais derrière un ordinateur juste avant. Enfin, dans le sens où il y a du concret beaucoup dans ton métier. Oui, tout à fait. Effectivement, alors on reste des informaticiens, on passe beaucoup de temps derrière notre ordinateur à Oui. développer des choses. Voilà, mais ce qui est passionnant, c'est que voilà, il faut aller expérimenter, installer, vérifier que ça marche sur le terrain. Donc, voilà, des fois on se retrouve effectivement dans la petite balayeuse avec le PC sur les genoux et à vérifier que voilà, que le tracé est bon, que la donnée remonte assez rapidement, que quand on passe Mm. en mode lavage, ça se voit bien sur l'application. Donc, voilà, on fait ça. On fait ça Super. effectivement au quotidien. On a un peu plus de 700 modèles d'objets connectés sur nos Ah plateformes. ouais, c'est Je pas dirais mal quand même, hein. c'est autant de modèles qu'on a dû essayer et tester. Ok, ouais, donc forcément. D'accord, très bien. Alors aussi, tu l'as sûrement commenté rapidement, mais en bas à gauche, du coup, c'est physiquement à ce à quoi ça peut ressembler, c'est quoi? Alors ça, voilà, donc j'ai voulu donner aussi un exemple d'installation un petit peu intérieure. Donc là, on est dans des armoires électriques. Donc là, on est dans une chaufferie sur un habitat collectif. Donc des chaufferies qui produisent le chauffage dans des immeubles, l'eau chaude, etc. Donc c'est des très très grosses installations. Et donc on a des choses aussi compliquées. On va venir mettre des éléments communicants qui sont les petits modules orange en haut à droite, mais qui vont s'interconnecter à tout le système électrique pour pouvoir mesurer la consommation, piloter le déclenchement du chauffage, etc. Donc tout ça aussi, voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes que de coller une place de parking au sol, mais voilà, qui fait aussi partie de notre métier. D'accord, et ceci, c'est ce qui est stimulant, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres commentaires à faire sur les photos avant qu'on passe à ton parcours? Parce que je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires qui demandent comment est-ce que tu en es arrivé là. Non, pas plus de commentaires sur ces photos-là. Donc au niveau du parcours, effectivement, moi j'ai toujours été passionné d'informatique depuis mon plus jeune âge. Hein. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir un PC dès l'âge de 8 ans et de commencer à coder. Voilà, bon, j'ai fait un parcours scolaire assez classique. J'étais plutôt dans la catégorie des bons élèves. Voilà, j'étais poussé par une passion de l'informatique. J'ai eu la chance de savoir très jeune ce que je voulais faire et voilà, j'ai mis toutes mes forces là-dedans. Donc j'ai eu un bac scientifique. C'était un bac C à l'époque, l'ancêtre du bac S. Voilà, avec une mention très bien. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre des études plutôt courtes et j'ai les pris aussi à l'INSA à Lyon, donc une école d'ingénieur plutôt longue, et j'ai préféré y aller en 2 temps parce que je savais pas, j'étais vraiment poussé par cette passion, j'avais envie déjà de travailler assez vite, donc j'ai choisi de faire dans un premier temps un IUT informatique à Montpellier, donc voilà, Ok. qui a conforté ma passion de l'informatique et vraiment des Ah, tu as enseignants, suivi ta passion, c'est trop bien. voilà, C'est que je te extraordinaires. dirais. Et les enseignants m'ont poussé à dire il faut que tu ailles sur une école d'ingénieur. Donc pareil, comme j'étais bien positionné parmi les premiers de la promo, j'ai pu intégrer une école les 3 dernières années d'une école d'ingénieur et devenir ingénieur en informatique et gestion. Donc c'est là où c'est un petit décalage. C'est vrai que bon, l'informatique de gestion c'est le logiciel, les logiciels pour les grands comptes, les banques, la Aux gestion. entreprises. Donc voilà, donc j'ai fait
pas beaucoup de stages pendant mes études qui m'ont permis de savoir si je voulais travailler, à Paris, si je voulais rester en province, etc. Euh, Mhm. j'ai vu que j'étais pas trop fait pour Paris, donc voilà, c'est ce à quoi servent les stages également. Donc j'ai débuté développeur informatique. Donc et voilà, à la base, à la création des logiciels, vraiment junior à apprendre. Et puis voilà, comme j'étais assez déjà entreprenant, mais j'ai vite évolué vers des postes de chef de projet, de directeur de projet, de directeur de centre. Voilà, donc j'ai été dans ce qui s'appelle des ESN, des entreprises du service numérique. À l'époque, c'est des entreprises qui fournissent pour les grands comptes des services informatiques. Donc j'ai eu la chance de travailler voilà, pour EDF, pour Total, pour France Télécom, Orange aujourd'hui. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis ce copain avec qui j'avais fait mes études à l'IUT, donc il y a assez longtemps, voilà, qui était un ami proche, hein, avec lequel on s'est jamais perdu de vue, avait monté son entreprise. Il m'a dit il faut que tu viennes avec moi parce que je commence à travailler sur les objets connectés, ça pousse très fort et j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Donc j'ai tout lâché, hein. J'avais un poste avec beaucoup de responsabilités dans une entreprise qui avait plus de 40 000 salariés, et je me Ouais. suis retrouvé, voilà, on était à deux avec 10 salariés dans des petits locaux à Montpellier, mais voilà, ça a carrément basculé dans ce monde entrepreneurial, euh, dans, Ouais. dans un type d'informatique que je connaissais pas du tout, hein, les objets connectés, aller sur le terrain, je le faisais jamais. C'est Et trop voilà. cool parce que tu as eu le courage quand même de te dire allez hop, je le suis, je me lance là-dedans. En plus de ça, l'entrepreneuriat, ça peut faire peur parfois d'être son propre patron. C'était quand même assez risqué. Qu'est-ce que tu en tires comme expérience? Alors, c'est vrai que c'était risqué, hein. Mon entourage me disait, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Voilà, peut-être vraiment le pour et le contre, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut se laisser guider aussi par sa passion, ses envies, et puis la confiance qu'on peut avoir dans les choses. Ça aurait très bien pu ne pas fonctionner. Bon, aujourd'hui, ça fonctionne très bien, et voilà, mais il y a eu beaucoup de travail derrière parce que je suis arrivé sur un domaine que je connaissais pas du tout, donc je suis reparti vraiment en termes de connaissances quasiment à zéro. Il a fallu apprendre très vite. Mais c'est vrai que sans cette passion et sans cet effort, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de travail. C'est pas, voilà, c'est pas Oui, ça se fait simplement pas avoir tout une bonne idée derrière. Il faut vraiment pousser, donc il faut vraiment avoir la volonté d'y aller. Totalement. Bon, alors on a pas mal de questions dans le chat. D'ailleurs, je remercie vraiment Kylian aussi qui résume et qui a même donné la liste de toutes les écoles IUT en France pour ceux qui seraient intéressés. Donc du coup, on a Messi qui te demande est-ce que c'est un secteur en forte expansion économique et est-ce qu'il y a une grosse demande d'emploi? Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a un petit peu des vagues, des hauts et des bas dans l'informatique. Excusez-moi. Pas de problème. Il y a un petit peu des hauts et des bas, mais bon, c'est vrai que quand même l'informatique, c'est un secteur qui est en très grosse croissance depuis. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1999. Donc c'était autour du bug de l'an 2000, donc c'était vraiment le plein emploi, et c'est vraiment un secteur qui est en général en plein emploi, l'informatique. On manque toujours aujourd'hui de développeurs et de personnes, voilà, qui sont capables d'amener des choses. Aujourd'hui, il y a quand même une croissance du monde digital qui est assez phénoménale. Donc voilà, beaucoup d'entreprises qui se créent, qui se développent, qui se pérennisent dans le monde du digital et de l'informatique. Donc enfin, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je fais beaucoup de recrutement, et c'est vrai que c'est souvent les candidats qui sont en position de force parce que pour une offre, voilà, c'est plutôt les candidats qui choisissent l'entreprise dans laquelle ils veulent aller. Donc c'est plutôt confortable pour les personnes qui sont dans ce secteur-là. Bien sûr, ok, ben merci en tout cas pour cette franchise de réponse. On a une autre question, bon là tu es libre d'y répondre ou non, parce que je comprends que ça puisse être tabou pour certaines personnes. Il y a Kylian qui te demande, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire? Donc là bien sûr tu peux donner une fourchette de salaire d'un débutant à ton poste en tant que CTO. Alors,
Alors c'est un peu compliqué parce que un débutant CTO, ça n'existe pas vraiment. C'est un poste, on peut pas s'improviser CTO avec tout ce qu'il y a à gérer en termes de technique, de management, etc. Donc Mm. c'est plutôt, je dirais pas forcément un aboutissement, mais c'est un poste voilà sur lequel il faut une certaine maturité. Je dirais plusieurs dizaines d'années de métier pour pouvoir, je pense, assumer tout ce qui y a à faire. C'est vrai que sur les salaires, je dirais de personnes du coup de mon expérience, bah, c'est des salaires qui vont fluctuer entre 60 et il y a quasiment pas de limite. Hein. Le CTO de Google, j'ose même pas Je imaginer pense combien il que ça gagne. doit être pas mal. Voilà, c'est entre. Voilà, bon, je pense que la fourchette basse, c'est 60 000 euros par an, et puis fourchette haute, il n'y en a pas forcément, c'est plusieurs millions d'euros, mais voilà, sur des Ok, entreprises de notre taille locale, enfin, je dirais en province, on est voilà, entre 150 et 200 000 euros par an, donc c'est quand même des ok. postes voilà, avec des bons Ok, salaires. bah merci. Merci en tout cas. Et autre petite question, mais là c'est vraiment moi qui me posais la question, je me disais, et est-ce que c'est plus difficile de trouver du travail par exemple à Montpellier qu'à Paris, tu penses? Est-ce qu'on est obligé, si on veut faire un métier comme le tien, de travailler en tout cas dans des boîtes dans le numérique? Est-ce que ça fait partie des métiers qui sont plus facilement trouvables à Paris? Ou est-ce que si on a quand même envie, comme toi tu le disais, t'as pas apprécié Paris, on peut rester dans sa ville natale ou peu importe la ville. Alors, ça a beaucoup évolué. Alors, c'est vrai que bon, en 1999, le télétravail, les réseaux, tout ça, c'était Ouais, compliqué, donc il fallait forcément travailler dans la ville où il y avait son entreprise. Bon, moi, j'ai fait ce choix de rester en province, mais c'est sûr que bah, Paris a été un accélérateur de carrière assez formidable. C'est toujours le cas aujourd'hui où il y a des personnes qui préfèrent aller à Paris parce qu'elles ont des ambitions internationales, etc. Et c'est des fois plus facile de rebondir. Après, voilà, moi je connais beaucoup de jeunes qui travaillent pour des boîtes parisiennes aujourd'hui. Tout en restant chez eux, je dirais dans leur chambre. Voilà, c'est le télétravail, c'est énormément développé. Il y a des postes en full remote, donc il y a beaucoup soit de travailleurs indépendants, soit vraiment des travailleurs salariés. On en a quelques-uns chez nous qui, ben voilà, on n'a pas pu recruter la bonne personne au bon endroit, ben tant pis, elle travaille depuis chez elle. Elle vient quelques jours par mois dans l'entreprise quand on en a besoin. Ben voilà, aujourd'hui, c'est plus indispensable. Ça dépend quel type de poste on vise. Voilà, quand on a une interaction avec les clients, une interaction avec les équipes, bon, des fois c'est bien, bah, c'est bien d'avoir de la proximité, de pouvoir échanger directement bien sûr. avec les personnes. Mais ça a quand même beaucoup changé avec avec la période post-Covid et avec le développement du télétravail. Donc, il y a de plus en plus de télétravail dans ton métier et ça peut être une possibilité en fonction de l'entreprise à laquelle on postule de pouvoir travailler d'où on veut. Oui, et le digital et voilà, le monde de l'informatique permet forcément beaucoup de choses à ce niveau-là. Ouais, et les métiers où c'est plus compliqué. Les personnes qui ont, ouais, voilà, qui ont les travaux, un maçon ou un médecin, ça va être plus compliqué de faire du télétravail, hein, quoique la médecine à distance fait beaucoup de progrès, mais voilà, dans le monde de l'informatique, c'est sûr que ça facilite grandement. Bien sûr, ok, très bien. Bah, écoute, on va essayer de passer au cas concret pour essayer de comprendre si, au cas où, on est loupé des choses sur ton métier. Alors, du coup, quelle mission? Déployer des objets connectés tout en respectant la planète, super. Quel problème tu vas rencontrer? L'impact des objets, donc là, on l'a vu, l'impact carbone, par exemple. La sécurité des réseaux et la fiabilité des données. La sécurité des réseaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que c'est quelque chose aujourd'hui, on vit dans un monde de hacking, un monde où la cybersécurité est devenue quelque chose de primordial. Donc et il y a des milliards d'objets connectés. Un objet connecté, ça a une force de calcul, c'est une porte ouverte vers un réseau et potentiellement vers un réseau d'entreprises. Donc c'est quelque chose que regardent de très près les hackers. Donc il y a des exemples de choses où plus ou moins graves, où des hackers ont réussi à rentrer, soit à rentrer par des objets connectés, soit à prendre la main et à falsifier des données d'objets connectés, à falsifier
voilà, donc, des fois, c'est des choses rigolos. C'est un panneau sur l'autoroute où quelqu'un marque un message d'amour. Donc ça, c'est rigolo. Voilà, quand on prend la main sur un centre de distribution d'énergie et qu'on coupe l'électricité sur une ville, Pas voilà, fou. il y a des hôpitaux, il y a des choses, sensibles. Voilà, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et nous, voilà, notre expertise, elle vient aussi pour amener de la sécurité sur ces objets connectés, parce que c'est sur le terrain et forcément c'est attaquable soit physiquement, soit via Internet. Mmh, bien faire attention à ça. Forcément, la cybercriminalité n'arrête pas. On a vu, on avait eu toute une discussion avec les élèves à ce niveau-là, donc c'est bien, on est en plein dedans. Donc du coup, quelle solution tu vas mettre en place, mesurer pour améliorer l'impact final et renforcer la sécurité, bien évidemment, qui est bien importante. OK, bon, bah, je vois, beaucoup mieux ton métier et en tout cas, moi, ce que j'adore avec ton métier, c'est qu'il est très diversifié, j'ai l'impression quand même dans les différentes tâches que tu peux avoir à faire. Et ça, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'important aussi pour la nouvelle génération de ne pas être toujours bloqué sur les mêmes choses. Et puis en plus de ça, il y a une bonne action derrière, comme on disait, respecter la planète, pouvoir aider aussi pour les personnes qui vont avoir des handicaps à pouvoir mieux se garer aussi. Bah, ça aussi, ça fait partie des choses positives qu'on peut mettre en place grâce à ton métier. Donc ça, c'est super. Et il y a Lucas qui te demande quelles sont les qualités importantes selon toi pour faire ton métier. Alors, les qualités importantes, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup. Alors, la donnée, l'algorithmie, c'est vrai que l'informatique fait appel à des connaissances, je dirais, mathématiques et physiques, hein, on l'a vu tout à l'heure, on va aller déployer des objets connectés, et ben, il faut savoir câbler, comprendre comment on fait du comptage électrique, etc. Donc alors souvent on se moque, on se dit bah, tiens, ce que j'ai fait en terminale ou en première en physique et en électricité, je m'en resservirai jamais dans ma vie. Moi, je vous assure que je m'en sers tous les jours. Donc voilà, effectivement, il y a cette base de connaissances, je dirais un petit peu académique qui est importante. Après c'est un métier où il faut aussi pas mal de rigueur. Et puis c'est un métier où on manage des personnes, donc il faut avoir ce sens de l'empathie, savoir écouter les gens, savoir ce qu'ils veulent faire, savoir les guider aussi de manière technique. Voilà, donc il y a ce côté très technique et rigoureux qu'impose un petit peu l'informatique. Mais après, derrière, c'est un métier d'informatique qui est très en contact avec les gens, que ce soit les équipes avec lesquelles on travaille, mais aussi les clients, les personnes sur le terrain, les usagers des solutions. Donc voilà, il faut beaucoup écouter, parce que un logiciel, vous utilisez tous des applis sur vos téléphones. Si l'appli, vous la comprenez pas, vous la trouvez buggée, etc., vous la désinstallez, vous passez à autre chose. Ouais. C'est à peu près la même chose pour toutes les applications informatiques, même dans le monde de l'entreprise. Voilà, il y a beaucoup de concurrence. Il faut que l'application soit pertinente et amène vraiment une solution efficace pour les utilisateurs. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, on a pas mal de questions encore, mais je pense qu'on va légèrement avancer justement la présentation sur ce que tu préfères, ce que tu aimes un peu moins, et on répondra à vos questions juste après. Donc, ce que tu aimes le plus, j'en parlais juste avant. Écoute, on est connecté, Jérôme. La diversité dans mon métier grâce à l'innovation et le côté humain. Alors oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le côté humain, j'imagine que c'est très important, que ce soit avec les clients, mais aussi au sein de l'équipe, parce que pour que l'équipe fonctionne bien, il faut qu'on s'entende bien, j'imagine. Oui, alors ça par contre c'est quelque chose qu'on n'apprend pas trop à l'école. Donc c'est vrai Ouais. qu'on le découvre un peu, ça vient de sa personnalité. Voilà, on voit toujours aussi les informaticiens comme des personnes plutôt introverties. C'était un peu mon cas, je dirais en début de carrière. J'étais quelqu'un d'assez timide, mais c'est vrai que du coup de se retrouver de travailler avec d'autres personnes dans des équipes de plus en plus importantes, d'avoir
d'avoir des clients voilà, plus ou moins exigeants, avec lesquels on peut nouer des fois des contacts plutôt amicaux, et des fois on a des clients sur lesquels il faut rester très procédurier, etc. Voilà, ça amène toute une facette de, je dirais, d'expérience côté humain, mais qu'il faut savoir maîtriser. Alors souvent en entreprise, il y a pas mal de formations dédiées je dirais, à ce management, et puis à la communication, que moi j'ai pu faire, parce qu'on continue à se former au sein de l'entreprise, hein. Ça s'arrête Ouais. pas à la sortie de l'école, donc ça c'est assez important. Parce qu'il faut continuer à évoluer, le monde change, et puis on n'apprend pas tout à l'école. Et voilà, il y a des formations d'entreprise qui sont très bien faites. Et sur ce côté humain, ben voilà, faut pas se dire oh non, mais moi je suis à l'aise, ou j'ai plutôt du mal avec les relations sociales. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Il y a des techniques, et voilà. Et ça a été aussi quelque chose d'assez passionnant dans mon métier, mais de développer cette partie qui n'était pas innée chez moi. OK, ça c'est bien parce que tu montres aussi, c'est vrai que le monde professionnel, ça aide énormément. Moi, je sais personnellement que, dans mes stages, quand il fallait que je prenne le téléphone ou que j'appelle des gens, ça me stressait, c'était quelque chose d'horrible. J'essayais, tous les matins, vraiment le matin, je me disais: «Je vous en supplie, me faites pas prendre le téléphone», alors que maintenant, c'est quelque chose qui va beaucoup mieux. Mais, du coup, ça, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes timide, par la suite, ça peut aussi se déployer parce que quand on travaille, on est motivé par autre chose. Enfin, on n'est plus vraiment nous-mêmes, entre grands guillemets. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. Mais Jérôme, peut-être que tu vois ce que je veux Ouais, dire. oui, je peux dire, moi je me rappelle la première fois que le téléphone a sonné à mon bureau, j'ai pas osé répondre. Donc c'est Mais c'est ça. J'aurais fait la même chose. Donc je comprends. Mais après, vous voyez, avec les années d'expérience, ça va mieux. J'imagine que maintenant, Jérôme, tu réponds au téléphone quand même. oui, ça va. Ouais, ça va Ça mieux. m'arrive même d'appeler. Donc justement, on va passer à ce que tu aimes un peu moins, donc plus répondre au téléphone, ça c'est le passé, mais du coup, les tâches administratives et se faire voler les idées. Alors le dernier, il m'interpelle, ça doit être horrible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup? Ben, ça m'est déjà arrivé, alors soit par des concurrents, soit par des clients, hein, avec qui on travaille des fois un petit peu le début des projets, on amène de l'innovation, on amène des solutions, etc. Et puis finalement, on voit que le client, eh ben, il garde l'idée pour lui, il la trouve très bien, et puis finalement, il décide de tout redévelopper de son côté, et de pas passer par nos services. Donc ça, c'est toujours un petit peu rageant, parce que bon, on y passe du temps, et puis voilà, ces idées, c'est un bout de soi-même. Donc voilà, c'est toujours un peu rageant. Donc avec le temps, on apprend aussi un petit peu à se protéger de ces choses-là. Ça implique des tâches administratives. Il y a des documents un petit peu à faire signer en début de projet à certains clients, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas faire, parce que ça implique des fois un petit peu de méfiance dans la relation. Mais Bien sûr. voilà, c'est des fois des choses Bah, il incontournables. faut se protéger, hein. Il faut Tu se fais très protéger, bien, voilà. hein. Ouais, c'est ça. Mm. C'est comme tous les contrats, il faut bien les lire quand même. Mais effectivement, les contrats, ça va aussi vous protéger. C'est pas forcément juste quelque chose qui est là pour mettre, comme tu disais, un espèce de froid dans la relation. C'est aussi pour que les deux côtés soient protégés et éviter à ça, parce que malheureusement, les gens malveillants, il y en a un peu partout. Donc, se méfier. Ok, très bien. Bah, écoute, Jérôme, alors il y avait des questions dans le chat. J'en ai noté certaines. Et justement, il y a Lucas qui te demande quels sont tes horaires. Oula. Ah, Alors, ouais. question qui Ouais, fâche. bah alors, quand on est dirigeant d'entreprise, les horaires, c'est un petit peu. Alors, quand on est dirigeant d'entreprise passionné, c'est encore pire. Donc, des fois, il y a. Ouais, alors, bon, c'est vrai que je vais essayer de répondre à la question quand même. Bon, je suis pas trop du matin, donc c'est vrai que le matin, je démarre plutôt vers 9h30. Et puis le soir, je pars soit quand ma femme m'appelle en me disant là, tu te rends compte de l'heure à laquelle il est, soit parce que j'ai terminé le plus gros et que je suis vraiment fatigué. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a toujours envie de faire plaisir et de répondre à toutes les sollicitations des clients, etc. Bon, avec le temps, on arrive un petit peu plus à s'arrêter. Donc bon, le soir vers 18-19 heures,
Voilà, j'essaye de m'arrêter, mais bon, voilà, l'informatique c'est quelque chose de prenant. Des fois, on y passe la nuit, voilà, et des fois, on se rend compte qu'on est en train d'échanger avec les équipes, c'est 23 heures, bah, parce qu'un serveur est tombé, parce qu'il faut faire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un métier où on est beaucoup aussi dans le réactif. Bien sûr. Donc voilà. Mais derrière, ça c'est la partie passionnée. Après, il y a des personnes qui travaillent et qui ont un cadre qui équilibre très très bien leur vie pro et leur vie perso. Ça c'est faut quand même encourager à le faire, parce que sinon voilà, des fois il faut pas se laisser dévorer par sa passion non plus, et garder un équilibre de vie Bien sûr, c'est sûr qu'il complet. ne faut pas se faire trop dépasser, mais comme tu l'expliques, je pense aussi qu'il y a le côté où bah, quand tu es passionné ou quand du coup tu te sens vraiment à fond en phase avec ton métier, c'est difficile de décrocher aussi. Mais c'est vrai qu'il faut bien rappeler que même ne serait-ce que pour la santé mentale, faire du bien de pouvoir faire des pauses de temps en temps au moins et d'un peu s'en écarter. Mais au moins c'est honnête, tu nous as dit la vérité et ça c'est ce qui prévaut le plus. Et il y a une autre question qui était assez intéressante, il faut que je la retrouve juste. Ah si, il y a Hamza du coup qui te dit est-ce qu'il faut un bon niveau en anglais ou ça va? Alors, bah, c'est vrai qu'on échange, enfin, dans le monde de l'informatique, il y a toute la documentation qui est très souvent exclusivement en anglais. C'est un anglais assez technique, donc c'est pas très compliqué. J'ai pas un niveau exceptionnel en anglais. Ok, Après, tu c'est me vrai que rassures. ouais. Après derrière, on progresse aussi dans le monde de l'entreprise. J'ai fait des formations en anglais. Je fais pas mal de déplacements à l'étranger, donc c'est souvent l'anglais. On a des partenaires, des fournisseurs. Ça parle à l'anglais. Donc, par mail aujourd'hui, c'est assez facile. Il y a de la traduction, il y a de l'IA qui nous aide à faire pas mal de choses. Mais quand Mm. on se retrouve à l'oral, c'est plus difficile de faire appel à l'IA. Donc voilà, c'est des petits challenges aussi, qui permettent de progresser sur cette partie-là. C'est pas rédhibitoire, mais vraiment il faut un niveau minimum. Après, voilà, moi je suis beaucoup en interaction avec les clients, les fournisseurs, donc aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Il y a des personnes au support aussi. On a des clients qui sont qui sont un petit peu de tous les pays, donc il faut savoir répondre dans la langue du client. Donc voilà, on recrute des personnes aussi sur certains profils. Voilà, c'est une exigence d'avoir un bon niveau en anglais. Bien sûr, oui. C'est important. Mais bon, tu nous rassures quand même un minimum. Il n'y a pas besoin de parler la langue de Shakespeare à 100%, quoi. Non. Ok, très bien. Bah merci, très bien. Alors, on va passer par la suite anecdote. Donc, j'adore, il y a des photos, j'aime trop quand il y a des photos. Donc, on se retrouve parfois dans de drôles de situations pour déployer de nouveaux objets. Donc, ça, tu nous en avais légèrement parlé au début de la présentation, mais je veux bien que tu nous expliques ce que tu es en train de faire sur ces photos. Ouais, bah, c'est encore quelques cas parmi les centaines dont je parlais. Donc sur la photo de gauche, alors voilà, là c'est des containers de ce qu'on appelle des PAV, des points d'apport volontaires. C'est là où vous allez poser votre verre, votre carton, etc. Donc on a des objets qui mesurent le remplissage de ces poubelles pour que les camions qui viennent les vider viennent quand c'est à peu près plein. Et donc on est pareil, on testait les capteurs, donc on se retrouve des fois un matin à 8 heures, il fait moins 10 degrés, et puis on a la tête dans une poubelle à regarder, des fois un petit peu ragoûtant. Donc bon, encore ça, c'est les PAV aériens, c'est assez sympathique, mais des fois il y a en centre-ville, c'est les bords enterrés dans le sol, donc ça c'est la photo du milieu. Donc on se Hmm. retrouve donc ça c'est dans les centres-villes, c'est là où vous venez mettre vos sacs poubelles, donc ça sent un petit peu fort, il peut y avoir des bêtes, etc. Donc on se retrouve à ouvrir ce grande trappe et aller coller les capteurs. Donc je sais pas si on les voit, ils sont à gauche au milieu du trou. Euh, Ouais, la donc galère, quoi. ouais, voilà, donc ça crée des bons souvenirs, on rigole bien. Voilà. Et sur la photo de droite, je l'ai mis parce que c'était un des premiers projets qu'on a fait avec la ville de Montpellier. On avait connecté les vélos en libre service. Et donc, on s'est retrouvé pareil. Moi, je me voyais juste installer le capteur. Mais non, forcément, les personnes disaient bon, on va faire un tour de vélo. Donc, ouais, voilà,
310 km/h de vent ce jour-là. On a failli, le vélo a failli partir dans le fleuve. Mais, quand on s'est arrêté, mais voilà, ça fait de bons souvenirs à chaque fois qu'on va sur terre. Bien sûr. Ouais, non, c'est des bons souvenirs et puis c'est des photos historiques du coup. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jérôme. N'hésitez pas, c'est le dernier moment. Si vous avez encore des questions, bien qu'on ait répondu à quand même pas mal de choses, j'essaie de rattraper un peu tous les commentaires qui ont été posés. Très bien. Ah voilà, il y a des réactions de Bowen qui dit mais c'est la ville où j'habite, c'est à Montpellier. Oui, merci Bowen, on l'a déjà dit au début du live. Hein, c'est que cette fois que tu as bien suivi le début. Tu arrives un peu en retard, non? Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Bah, dernier message, en synthèse, c'est vrai que c'est dur quand on est, je crois que c'est les collégiens qui sont le public aujourd'hui. C'est dur quand on sait pas ce qu'on veut faire, et c'est souvent le cas au collège. J'ai des enfants, donc je sais ce que c'est. Voilà, donc c'est ceux qui ont la chance d'avoir une vocation, une passion. Essayez de vous y mettre à fond, parce que forcément vous n'aurez pas l'impression de travailler si vous travaillez dans ce que vous aimez. Totalement. Ok, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, on l'a compris via ton parcours que voilà, moi, ce que je retiens énormément sur ton parcours que j'ai trouvé génial, c'est le fait de pouvoir trouver en nos amis peut-être des futurs collègues et des futures carrières derrière. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations, Jérôme. Et puis, bah, je te souhaite une très belle continuation. Merci encore d'avoir libéré un peu de ton temps pour passer du temps avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve juste après. Vous avez un atelier en anglais, n'oubliez pas, avec notamment Charlotte et Thomas qui vont vous rejoindre dans quelques instants. Je vous propose de prendre une courte pause et surtout révisez bien, je voulais dire, votre vocabulaire anglais. See you soon.